Bonjour à tous et à toutes. Je suis Virginie Ducrot, chargée de mission prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, la CPAM, et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire intitulé Mars Bleu, prévention et dépistage du cancer colorectal. Et je vous remercie pour votre participation. Mars Bleu, c'est un rendez-vous annuel. Il s'agit du mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. En général, il y a des événements qui ont lieu un peu dans la même logique qu'Octobre Rose, mais compte tenu du contexte sanitaire, c'est vrai qu'il est difficile d'organiser des événements en présentiel. Et justement, cette année, plus que d'habitude, la sensibilisation au dépistage des cancers en général est particulièrement importante afin d'éviter des retards de diagnostic et des complexifications des parcours de soins. C'est aussi pour cette raison que nous vous proposons ce webinaire. Donc, le cancer colorectal est une maladie qui touche énormément de monde chaque année en France. Pourtant, s'il est détecté tôt, on arrive à guérir 90% de ces cancers. Le dépistage de ce cancer est désormais plus facile. Il est fait grâce à un test immunologique très rapide que l'on peut faire à la maison. Et je vous précise que ça n'a rien à voir avec une coloscopie. Vous le verrez pendant la présentation. Donc, cette présentation est réalisée par le docteur Baro Cravé, qui est médecin au Centre régional de coordination des dépistages des cancers dans le Tarn, CRCDC, peut-être ça vous parle plus. La présentation va durer à peu près entre 15 et 20 minutes. Pendant ce temps, vos micros seront coupés. Par contre, vous pouvez toujours interagir avec nous par l'onglet discussion. Ça nous permet d'avoir les messages dans le fil de conversation et nous répondrons à la suite de l'intervention à toutes vos questions. Sachez aussi que dès demain, vous retrouverez un replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn, ce webinaire. Je vais maintenant laisser la parole au docteur Baro Crabé et je vous dis à tout à l'heure. Oui, bonjour à tous. Merci donc d'être présent et de participer à ces moments. Et donc, comme disait Madame Ducrot, si vous avez des questions, vous les posez sur le chat. Et à la fin, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Alors, je vous parle aujourd'hui du dépistage du cancer colorectal. Effectivement, nous sommes dans une situation particulière avec une épidémie et qui a ses morts, c'est vrai, mais nous ne voulons pas oublier que le cancer est la première cause de mortalité en France encore aujourd'hui et le cancer colorectal, donc, a une place très importante dans cette mortalité. Voilà. Donc, je vous parlerai donc du cancer colorectal, pourquoi pour nous c'est un enjeu véritable. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce cancer, du coup, le dépistage, comment ça se pratique réellement dans notre département. Et je vais vous présenter donc à la fin le test de dépistage qui est un test enfantin, mais qui sauve réellement des milliers de vies. Alors, pourquoi le cancer colorectal est pour nous très important, est un enjeu de santé publique? Comme vous allez voir hein, sur la diapo, il y a chaque année dans notre pays 43 000, plus de 43 000 personnes qui ont un cancer colorectal. Le colorectal, c'est le gros intestin en gros. Voilà, c'est cette partie du tube digestif qui recueille tout ce que nous avons consommé, mais que l'organisme n'a pas utilisé, donc que nous allons rejeter. Donc, plus de 43 000 personnes ont un cancer colorectal. Évidemment, ça touche les deux sexes, mais un peu plus. Alors, au début, autour de jusqu'à 65 ans, on a autant d'hommes que de femmes. Et puis après, il y a plus d'hommes que de femmes pour finalement toucher environ 54% des hommes et 46% des femmes. Donc, en fait, les deux sexes sont concernés. Je disais que c'était important parce que c'est le troisième cancer quand même le plus fréquent en France, derrière le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme. Donc, on a le cancer colorectal qui touche les deux sexes. Mais en termes de mortalité, c'est le deuxième cancer le plus mortel derrière le cancer du poumon. C'est tous les ans plus de 17 000 hommes qui meurent de ce cancer. Donc, ça veut dire que c'est très important, 17 000 hommes qui décèdent de manière un peu brutale. Eh bien, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Et nous avons réfléchi en tant que scientifiques et on s'est rendu compte que, en fait, les cancers tuent parce qu'on peut être malade sans savoir. Comme tous les cancers d'ailleurs, quand on est malade, on ne sait pas qu'on est malade. Parce que le cancer ne se manifeste par aucun symptôme au début. Et souvent, lorsque les signes commencent à apparaître, il est souvent trop avancé, c'est déjà un peu tard. C'est pourquoi
on se dit qu'il faut aller chercher le cancer alors qu'on semble en bonne santé. Parce que lorsqu'on trouve un cancer à son début, on le guérit, mais totalement. On peut guérir totalement d'un cancer, et surtout d'un cancer colorectal, lorsqu'on va le détecter. Donc, si on le détecte tôt, eh bien, 95% des personnes eh bien, peuvent guérir. Alors, souvent, on se demande comment est-ce qu'on a ce cancer-là. Alors, globalement, il y a des cancers dits familiaux. Le cancer colorectal est juste à 15% un cancer familial. Hein, lorsque, effectivement, dans la famille, des parents ont un cancer colorectal, surtout à des âges assez jeunes, c'est-à-dire autour de 45, 40 ans, 50, 55 ans, ça fait un peu jeune jusqu'à 60 ans, en dessous de 60 ans, et en plus, il y a un ou deux parents qui ont, on se dit, il y a certainement peut-être un gène familial. Et puis, il y a un problème génétique chez certaines personnes qui ont quand même quelques dérèglements au niveau des gènes, et même s'ils n'héritent pas cela des parents. Mais on se rend compte que 80% des cancers colorectaux arrivent de manière sporadique, c'est-à-dire qu'on n'a aucun antécédent, il n'y a aucun souci particulier de famille, aucun souci de gène, et puis on peut avoir ce cancer. Parce que tout simplement, globalement, les cancers atteignent des personnes de plus en plus âgées. En fait, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, il y a des facteurs qui interviennent, qui agissent dans notre organisme, qui font que finalement, on peut avoir un cancer. Et donc, 80% des cancers surviennent comme ça, de manière un peu sporadique. Donc, les risques, les vrais facteurs de risque, le premier, on va dire, c'est l'âge. Hein? Quand vous avez 20 ans, vous avez même 30 ans, vous n'avez pas vraiment un facteur de risque particulier d'avoir un cancer colorectal. Il faut que vous preniez de l'âge, c'est-à-dire à partir de 45, 50 ans, et on se rend compte qu'on a même un pic autour de 60, 70 ans de cancer colorectal. Voilà, donc le premier facteur, c'est vraiment l'âge. Et comme on vit de plus en plus longtemps dans notre pays, eh bien, les cancers ont pris une place très importante. Ensuite, il y a certaines personnes, comme je disais, qui présentent quelques maladies ou quelques terrains particuliers, comme des mutations génétiques. On parle de syndrome de Lynch. Syndrome de Lynch, c'est un syndrome qui se manifeste souvent par des douleurs, parfois des amaigrissements, d'autres fois même des saignements qui sont en fait les lits de cancer colorectaux. Chez certaines personnes, on a des maladies qu'on appelle des polyposes. En fait, c'est des petits champignons qu'on appelle des polypes qui poussent en fait dans le gros intestin, le colorectum, et ils héritent ça un peu de la famille. D'autres personnes ont ce qu'on appelle des maladies inflammatoires, comme maladie de Crohn ou des rectocolites hémorragiques. Ce sont des maladies qui touchent la paroi colique et qui sont responsables des petits saignements souvent. Et bien souvent, lorsque ces maladies sont présentes, et bien ces personnes sont un peu prédisposées à avoir un cancer colorectal. Il faut donc surveiller ces personnes-là d'une manière particulière, essentiellement souvent avec une coloscopie. Maintenant, comme j'ai dit, quelquefois c'est des antécédents familiaux et puis d'autres antécédents personnels comme des polypes qui sont sous forme d'adénomateux. En fait, lorsque ces polypes grossissent, eh bien, ce sont eux qui souvent se transforment plus tard en cancer. Et si vous avez déjà eu un cancer colorectal, évidemment, ça veut dire que vous avez un terrain particulier, donc vous pouvez peut-être en refaire un autre. Et dans les 5-10 années à venir, c'est pourquoi, quand on a un cancer colorectal, on fait une surveillance par coloscopie. Donc, voilà un peu les facteurs. Donc, le plus important, c'est l'âge. Mais pourquoi l'âge? Parce que pendant tout le temps qu'on est sur la Terre, on subit des facteurs qui sont peut-être dans l'environnement. Et le premier facteur, en fait, qui agit dans notre côlon et qui entraîne les cancers, c'est l'alimentation, le type d'alimentation. On a eu à faire des expérimentations. On a montré autrefois que les Japonais faisaient beaucoup moins de cancers colorectaux, presque pas, à cause de leur alimentation. Mais on pensait au début que c'était un problème génétique. Mais ces mêmes Japonais qui ont migré aux États-Unis avaient bien, le même risque d'avoir un cancer colorectal parce qu'ils se nourrissaient comme les Américains. Donc, l'alimentation a une place importante. Ensuite, la consommation d'alcool, le surpoids ou l'obésité, le tabac, les expositions professionnelles. Alors, toutes ces choses peuvent effectivement agir sur notre côlon et donc permettre que nous puissions plus tard avoir
un cancer colorectal. Alors, le cancer colorectal, et comme tous les cancers d'ailleurs, lorsqu'on opère, on fait une analyse dite d'anatomopathologie. On essaie de voir à quelle profondeur est allé le cancer. Et on étudie donc toute la muqueuse, la structure du côlon, et on se rend compte que si le cancer est très localisé, il vient de commencer, il est à son début, c'est-à-dire s'il est sur la partie superficielle de notre côlon, eh bien, majoritairement, en fait, on guérit. Et maintenant, plus il est en profondeur et il s'étale, on parle de cancer infiltrant stade 3 ou stade 4, plus il atteint les ganglions ou d'autres organes sont métastasés, évidemment, on en meurt malheureusement. Donc, vous voyez bien l'importance d'aller chercher le cancer. Et lorsqu'il est juste localisé au niveau superficiel, il n'a aucun symptôme, il n'y a rien du tout, sauf des petits saignements microscopiques qui souvent se mélangent au sel, mais qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu, d'où l'importance de se faire dépister. Alors, donc comme je disais, lorsqu'il est localisé et il n'est pas avancé, eh bien c'est des stades précoces, eh bien on le guérit plus facilement. Et plus il est avancé très loin, c'est-à-dire localisé dans le foie, le rein, le cerveau, ou bien même dans les organes à côté, comme la rate, des choses comme ça, eh bien évidemment, moins la survie est bonne. D'où l'importance eh bien, de trouver ce cancer au stade initial, comme ça on en guérit. Et le seul moyen, le véritable moyen pour lutter contre ce cancer, eh bien, c'est le dépistage. Parce que notre alimentation, on ne va pas le changer du jour au lendemain. Nous sommes dans les régions où nous avons consommé depuis des années d'une certaine manière, et il est souvent difficile brutalement de changer notre manière de vivre. Et ce qui fait qu'on ne peut pas éviter forcément l'arrivée de ce cancer. On va donc aller le dépister. Et lorsqu'on le dépiste, ça marche, je vous assure. Le test, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle rechercher, comme je disais tout à l'heure, un saignement microscopique, un saignement occulte, c'est-à-dire on ne voit pas, c'est tellement fin qu'il se mélange au sel. Donc, on va proposer un test pour aller chercher ce saignement-là. Et lorsqu'on trouve ce saignement, eh bien, on se dit, il y a quelque chose qui saigne dans le côlon. En ce moment, on fait une coloscopie pour voir l'origine des saignements. Et souvent, c'est des gros polypes qui sont en transformation, donc qui ne sont même pas encore cancer qu'on enlève, ou bien c'est des cancers. Alors, c'est un test de prélèvement qui va chercher du sang. Donc, du coup, le jour où on fait le test et que le saignement n'est pas important, peut-être on va trouver juste le saignement tellement minime qu'on va négativer le test. Donc, il peut y avoir de faux négatifs. Et puis, d'autres fois aussi, heureusement, les faux négatifs, il n'y en a pas assez. Et d'autres fois, on peut avoir ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire que vous avez un saignement important, mais c'est parce qu'il y a juste une petite érosion, une infection ou autre chose dans le côlon, ce n'est pas forcément un cancer ou même un gros polype qui a saigné. Et donc, le plus important, il faut qu'il y ait le moins de faux négatifs possible et c'est l'efficacité que nous avons pour notre test. Et on sait que les polypes deviennent aussi cancéreux. Et souvent, le test nous permet d'aller chercher donc des polypes aussi et de les enlever. Comme ça, on arrête l'évolution de ces polypes-là en cancer. Et quand le test est positif, donc, c'est-à-dire qu'il y a un peu de saignement significatif dans les selles, on fait automatiquement une coloscopie. C'est pourquoi les personnes qui ont déjà des prédispositions familiales ou qui ont peut-être des maladies qui sont un peu les lits de cancer, on leur fait directement une coloscopie. Et la coloscopie, elle est très importante. Deux fois, on a vu des gens qui ont un test positif et qui ne veulent pas faire la coloscopie. Ils disent que c'est peut-être dû à des hémorroïdes, ils veulent refaire un test. Nous faisons obligatoirement une coloscopie devant tout test positif, même si on pense que c'est dû à des hémorroïdes parce que derrière des hémorroïdes, il peut avoir un cancer. Et si jamais on refait un test qui est faussement négatif, on peut passer à côté aussi d'un cancer qui a son début. Donc, derrière tout test positif, il faut faire une coloscopie. Voilà. Alors, donc, lorsque le test est positif, deux fois, il n'y a aucune anomalie, comme je dis. C'est juste une irritation peut-être du côlon avec quelques saignements. Souvent, c'est des lésions dites précancéreuses, c'est-à-dire des polypes, des gros polypes qui ont évolué, qui ne sont pas encore transformés en cancer. Et puis d'autres fois, c'est des cancers rendus 1 cas sur 10 super guérissables. Et puis 1 cas sur 10, c'est des cancers quand même un peu avancés. Et vous voyez que souvent, même lorsque le cancer est avancé, il n'y a toujours pas de symptômes. Alors, la coloscopie
elle n'est pas anodine. On n'en fait pas comme ça à toute la population. Ce serait génial. Mais non seulement elle coûte cher, c'est 1 000 €, mais ensuite, il y a quelques complications, hein, puisque c'est sous anesthésie générale, il peut y avoir des problèmes respiratoires, quelques infections. On va prélever quelque chose au niveau du côlon, donc il peut y avoir quelques perforations et des hémorragies, des choses comme ça. Donc, c'est pourquoi, franchement, on ne fait pas automatiquement des coloscopies à toute la population. On n'en fait qu'à ceux qui ont un test positif parce qu'on croit que le risque d'avoir un cancer est plus élevé et comparé au risque assez faible des coloscopies, on préfère faire une coloscopie. Voilà. Alors, le dépistage en pratique, comment on le fait? Évidemment, nous invitons tous les hommes et les femmes de 50 à 74 ans du département. C'est un programme qui se fait dans tous les départements français d'ailleurs, hein, c'est un programme national. Ces personnes, ces hommes et ces femmes qui sont sans symptômes, donc apparemment en bonne santé, ils n'ont aucun problème en fait, au niveau digestif, ils n'ont pas d'antécédent familial ou personnel et il n'y a pas de contre-indication. Bon, voilà, c'est-à-dire ils n'ont pas une maladie au niveau du côlon, ils n'ont pas une famille où il y a beaucoup de cancers colorectaux. Ces personnes-là qui ont cette prédisposition, j'ai déjà dit, on va les suivre par coloscopie. Mais pour tous les autres, 80%, ce qui concerne 80% de la population, eh bien, on leur propose donc ces tests-là. On les invite donc et ils reçoivent une invitation à la maison. Ces invitations, on leur demande de se rendre chez leur médecin traitant pour récupérer un test de dépistage. Et dans notre situation épidémique assez embêtante où on n'aime pas sortir et aller voir le médecin, on peut nous appeler pour avoir un test de dépistage. Alors, le test lui-même, comment il se présente? Voilà. Alors, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe dans laquelle eh bien, il y a un mode d'emploi, des enveloppes retour, des choses comme ça. Moi, j'en ai un là. Alors, donc, je vous le présente. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà l'enveloppe. Il est comme ça. C'est tout ça. C'est cette enveloppe que vous récupérez chez votre médecin traitant ou que nous, on vous adresse à domicile à la maison si jamais vous nous appelez. Alors, donc, l'enveloppe, eh bien, on peut l'ouvrir. Il est clipsé. Hein? C'est facile. Hein? Dès que vous recevez à la maison, vous l'ouvrez. Ce n'est pas compliqué. Alors, derrière, évidemment, il y a une date de péremption de l'enveloppe qui est juste là, que vous voyez là. Et puis, un code de traçabilité du kit qui est aussi quelque part. Donc, si vous voyez que finalement, vous avez reçu un test et que eh bien, la date est toute proche d'être périmée, vaut mieux redemander un autre. C'est pourquoi quand vous recevez le test, il ne faut pas trop tarder à le réaliser. Alors, dans le test, alors je vais l'ouvrir, hein, c'est ce test-là que je viens d'ouvrir. Vous retirez, et voilà, dedans, eh bien, cette partie constituée de 3 parties. Alors, c'est ce que vous avez là, hein, que vous voyez sur la diapo, 3 parties de ce test. Je sais que ceux qui l'ont déjà fait, eh bien, ils l'ont déjà vu. Une première partie, c'est le mode d'emploi. Une deuxième partie qui contient, eh bien, évidemment, une fiche d'identification. Et puis, un troisième volet où il y a le tube et les enveloppes pour retourner le test. Le mode d'emploi, alors c'est ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Donc, si vous savez le lire et vous le lisez, tout est bien, très, très bien expliqué dans ce mode d'emploi. Dans tous les cas, s'il y a un problème, vous pouvez toujours appeler le centre de dépistage et on vous indiquera en fait comment vous aider à réaliser votre test. Ensuite, dans la deuxième partie, c'est-à-dire le milieu, eh bien, vous avez eh bien, cette fiche-là d'identification. Parce que vous réalisez un examen biologique. Vous réalisez un examen biologique. Donc, il est nécessaire que nous puissions avoir vos coordonnées, le laboratoire puisse avoir vos coordonnées pour vous ramener le test à domicile. Donc, vous avez une première partie où vous avez l'indication en fait de l'adresse, hein, des coordonnées de votre domicile. Donc, tout ce qui est en bleu, il y a 2 parties, une partie en bleu et une partie en orange. La partie en bleu vous concerne, donc votre adresse bien écrite et vos noms et prénoms, votre date de naissance, numéro de sécurité sociale aussi précisé sur cette partie-là. D'ailleurs, quand nous vous invitons, nous vous adressons une invitation avec une grosse étiquette. Et là, vous pouvez aussi coller l'étiquette juste là. Cette étiquette contient logiquement, normalement, toutes vos coordonnées
ce que vous êtes en train de remplir. Donc, deux fois même, la seule étiquette suffit et vous n'avez pas forcément besoin de remplir. Vous voyez toujours que dans le kit, cette enveloppe porte toujours un code barre qui va tracer vraiment ce kit-là. Voilà, pour dire que ça vient vraiment du programme de dépistage. Et puis en dessous, vous avez eh bien, la partie orange concerne donc les coordonnées de votre médecin traitant ou les coordonnées d'un autre médecin à qui vous voulez bien qu'on adresse les résultats. Voilà. Donc, c'est assez clair. À côté donc de cette fiche d'identification, il y a une feuille, un papier conçu par, et souvent ça me fait un peu, excusez-moi, rigoler par des ingénieurs. Évidemment, c'est pour recueillir les sels parce que vous n'allez pas faire les sels dans les toilettes, dans l'eau des toilettes et aller recueillir. Donc, vous avez cette enveloppe. Alors, comme c'est bien marqué sur le schéma, vous le déroulez. L'enveloppe, la feuille est perforée pour laisser passer, en fait, les pipis, les urines, carrément. Elle est autocollante. Vous enlevez ces petites places bleues, jaunes plutôt, et vous voyez qu'on peut le coller sur les rabats des toilettes pour recueillir effectivement les sels. Et d'ailleurs, c'est biodégradable. Lorsque vous avez fini, vous pouvez jeter l'enveloppe complètement dans les toilettes et tirer la chasse d'eau. Bien. Dans cette deuxième partie, toujours, plutôt, excusez-moi, vous avez en fait l'élément, on va dire, le plus important, c'est un tube que vous avez là, un tube de dépistage. Alors, dans ce tube, vous juste clipsez comme ça, vous retirez, et bien, il y a un petit bâtonnet. C'est ce petit bâtonnet que vous utilisez pour gratter juste un peu les sels. Vous les grattez. Juste, il faut qu'il y ait un peu de sel autour du bâtonnet et surtout, il faut qu'il puisse rentrer à nouveau dans le tube parce qu'il faut le remettre dans le tube. Sur le tube, il y a une date. Vous pouvez mettre votre nom et une petite date à laquelle vous avez prélevé en fait les sels, évidemment. Derrière, vous avez une date de péremption toujours, juste à côté du test. Donc, si vous avez oublié, ça vous rappelle un peu. Voilà, le mien, par exemple, il périme en avril 2022. C'est marqué dessus, avril 2022. Donc, vous avez le tube, vous faites le prélèvement. Quand vous avez fini, la troisième partie, le troisième volet de notre feuille qui se trouve dans l'enveloppe, le troisième volet, eh bien, vous avez dedans deux enveloppes. Alors, une première enveloppe plus petite, mais rigide, arrondie. Voilà, c'est l'enveloppe qui doit porter le tube du dépistage. Donc, vous avez votre tube. Voilà, vous le mettez dans l'enveloppe. Vous le mettez dans l'enveloppe, tout simplement. C'est une enveloppe qui est autocollante, donc vous collez bien l'enveloppe, vous collez bien cette enveloppe. Ensuite, vous avez une deuxième enveloppe qui accompagne le test. Alors, cette enveloppe qui est là, qui porte l'adresse en fait du laboratoire, c'est une enveloppe dite T, parce qu'il ne faut pas la franchir, c'est déjà préaffranchi, voilà, avec l'adresse du laboratoire. Donc, la première enveloppe dans laquelle vous avez mis le tube, la voilà, vous la mettez dans cette deuxième enveloppe, voilà, et évidemment, vous ajoutez votre fiche d'identification pré-remplie avec les étiquettes que vous collez, les étiquettes que vous collez dessus, et vous mettez eh bien, cette fiche d'identification aussi dans cette enveloppe-là. Voilà, l'enveloppe qui porte donc l'adresse du laboratoire. Vous fermez l'enveloppe, évidemment, et vous la mettez tout simplement à la poste. Alors, il y a un petit rappel des consignes sur cette enveloppe. Il est mieux de mettre l'enveloppe tout de suite à la poste. Souvent, de ne pas faire le prélèvement le week-end, samedi, parce que si vous mettez samedi l'enveloppe à la poste, dimanche, il ne va pas y aller. Et il faut quand même un délai entre 7 et 10 jours maximum pour que le test soit lu. Donc, il vaut mieux le faire en début de semaine, ne pas le faire les veilles de férié ou voilà, les veilles de week-end, voilà, pour ne pas que ça traîne et que ça arrive assez tard au laboratoire et que finalement, ce ne soit pas lu parce que la date
serait passé. Alors, nous, quand nous adressons les invitations, vous avez 3 étiquettes sur l'invitation. Il y a une grosse étiquette qui comporte en fait toutes vos données que vous pouvez coller sur la fiche l'emplacement identifié. Vous avez une deuxième étiquette, toujours qui porte un code barre, mais avec votre numéro de sécurité sociale. Et cette deuxième étiquette va aider en fait le laboratoire à rapidement vous repérer et ne pas se tromper sur l'enregistrement de vos données et sur votre adresse. C'est très important. Vous avez une troisième étiquette où vous pouvez marquer aussi en fait la date de prélèvement de votre test et tout est bon. Voilà. La grande étiquette, c'est nous qui le pré-remplissons avec toutes vos coordonnées que vous recevez. Et voilà que vous faites un test super facile, pas du tout compliqué, chez vous à la maison dans votre intimité. Vous n'avez pas besoin donc de le faire devant un médecin ou devant quelqu'un d'autre. Tout le monde peut le faire. C'est un jeu d'enfant. Et souvent, moi, je dis, c'est le meilleur sel de la vie parce que bien, ça nous sauve d'un cancer qui est la deuxième cause de mortalité de notre pays par cancer. Donc, j'espère que vous allez tous, eh bien, ceux qui encore hésitent ou qui ne le font pas, eh bien, vous allez le faire ou en parler à vos parents, vos amis qui sont peut-être dans la classe d'âge qu'on invite à faire ce dépistage pour qu'on se porte tous mieux. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, docteur. Bon, on va pouvoir passer maintenant aux questions-réponses. C'était très clair et très intéressant. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu poser les questions, mais vous pouvez encore le faire hein, parce qu'on les a en direct dans le fil d'actualité. Donc, vous tapez votre question dans l'onglet discussion, dans la petite bulle que vous avez en bas. Alors, pour commencer, docteur, j'ai une question sur est-il utile de réaliser le test en cas de Crohn évolutif? Et non, justement, les maladies de Crohn, c'est effectivement des lits de cancer, donc ils ont besoin d'être surveillés par coloscopie assez régulièrement. Donc, le test ne sert à rien. Alors, lorsque le test, lorsqu'il est positif, on fait une coloscopie. Alors, si vous avez déjà des coloscopies, vous n'avez pas besoin de faire le test. Et pour les maladies de Crohn évolutif, il faut plutôt faire une coloscopie. D'accord. L'invitation est-elle envoyée automatiquement dès que l'on a 50 ans? Eh oui, alors si vous avez 50 ans, logiquement, nous recevons les fichiers de toutes les caisses d'assurance maladie. Et dès que vous avez 50 ans, en fait, le trimestre qui suit, parce qu'on reçoit ces fichiers chaque trimestre, donc le trimestre qui suit, nous recevons votre fichier et notre logiciel est programmé de telle sorte que toutes les personnes nouvelles qui arrivent, elles sont prioritairement invitées. Donc, normalement, on va dire dans les 3 à 6 mois maximum, après vos 50 ans, vous devez recevoir une invitation de notre part. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est qu'il y a un problème en fait, dans votre fichier, il faut nous appeler. Alors, pour continuer sur la lancée, quelle est la périodicité d'envoi vers chaque assuré dans la tranche d'âge? C'est-à-dire à quel Alors, moment c'est envoyé? nous, comme j'ai dit, dès que vous avez 50 ans, nous vous invitons. Alors, soit vous faites le test, soit vous ne le faites pas. Si vous faites le test ou vous ne le faites pas, nous allons vous relancer dans les 5 mois. Donc, 5 mois après, vous avez une première relance. Et puis, si vous n'avez toujours pas répondu, 9 mois après, vous avez ce qu'on appelle une deuxième relance. Et puis, finalement, si vous n'avez pas répondu, eh bien, 2 années après la première invitation, nous adressons une nouvelle invitation. Donc, tous les 2 ans, la population reçoit une invitation de notre part pour retirer un test sur le médecin ou pour faire le test. Maintenant, lorsque le test est positif, eh bien, votre dossier est bloqué jusqu'à ce que vous fassiez une coloscopie. Si vous faites une coloscopie, que la coloscopie est négative, nous allons vous réinviter 5 ans après la coloscopie. Si elle est positive, bien, vous avez un suivi avec votre médecin traitant. Alors, pourquoi justement une limite à 74 ans et pourquoi tous les 2 ans? Alors, globalement, quand on fait des programmes de santé publique, on a ce qu'on appelle une population d'enquête. Et les enquêtes, souvent, sont réalisées sur des populations jusqu'à 70, 74 ans. Si on n'a pas fait d'enquête à une population au-delà, on ne peut pas mettre en place un programme national. Il faut d'abord une préétude parce qu'on veut savoir si c'est efficace, ça coûte cher quand même à la société. Et donc, s'il n'y a pas de préétude, on ne peut pas mener une action de santé publique. C'est la première des choses. La deuxième des choses,
comme on vous a dit, les cancers n'arrivent pas du jour au lendemain. C'est une évolution depuis les premiers polypes jusqu'au premier cancer et jusqu'à ce que le cancer soit très grave et mortel. Souvent, c'est 10, 15 ans environ. Et si vous avez fait régulièrement un test tous les 2 ans et qu'on n'a pas découvert que c'est positif jusqu'à vos 74 ans, quelquefois on se dit pour que vous puissiez avoir un cancer qui évolue, qui devient mortel, vous avez déjà peut-être au-delà de 85, 90 ans et à cet âge-là, il y a plusieurs causes de mortalité. On ne va pas s'acharner à vous forcément trouver un cancer colorectal et à le traiter. Donc, c'est pour ces raisons qu'on s'arrête à 74 ans. Alors, en cas de diverticulose, peut-on faire le test? Oui, la diverticulose, c'est rien de spécial, c'est grave. La seule chose, en fait, qui est embêtante dans une diverticulose, c'est quelques douleurs ou des infections. En fait, le cancer, c'est plutôt des champignons, des choses qui poussent, des polypes, des choses qui, en fait, apparaissent de ce qu'on appelle la lumière intestinale. Les diverticuloses, c'est au contraire des trous qui sont, en fait, dans le tissu intestinal. Et donc, ces trous, quelquefois, comme les selles passent, il y a d'autres selles qui stagnent là, donc ça crée des irritations. Et pour certaines personnes, quand il y en a beaucoup, ça crée beaucoup de douleurs. On va même souvent faire une intervention chirurgicale s'il y en a trop de diverticulose. Mais ce n'est pas une contre-indication, en fait, au test, il faut le faire. D'ailleurs, après les tests souvent positifs, et c'est souvent dû à des diverticuloses qui sont irritées et qui entraînent des saignements, mais les gens ils continuent de faire leurs tests. Alors, la calprotectine fécale est-elle augmentée dans le cancer colorectal? Alors là, c'est une bonne question. Vous allez vraiment chercher. On voit que vous êtes vraiment, vraiment informé. Vous cherchez. Non, pour l'instant, alors très franchement, je vais vous dire, il y a beaucoup de choses qu'on dit avec Internet. On va chercher des marqueurs, des choses comme ça. Non, au niveau cancer colorectal, pour l'instant, vous faites le test. Maintenant, même quand vous avez un cancer colorectal, les seules choses qu'on cherche à faire, c'est quand vous êtes peut-être assez jeune, de voir un peu si on peut faire une recherche génomique au niveau de la famille. Mais non, au niveau du cancer colorectal, on ne tient pas compte de tous ces marqueurs qu'on va chercher. Pour l'instant, il n'y a rien qui soit particulier au cancer colorectal. Alors, nous avons une autre personne qui nous dit: j'ai 70 ans et je n'ai jamais été contactée. Elle voudrait le faire dès que possible, mais elle attend le nécessaire pour le réaliser. Alors, c'est pas possible. Excusez-moi de douter. Peut-être que vous avez reçu une fois, et puis, comme vous recevez tellement de pubs, vous avez mis à la poubelle, mais je ne pense même pas que ce soit le cas. Soit vous l'avez reçu, vous avez répondu que bon, vous avez déjà eu une coloscopie ou un problème, donc votre dossier est bloqué, on ne vous invite plus. Mais si c'est vraiment, vraiment, vraiment le cas, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'on n'a jamais reçu vos coordonnées de la Sécu et c'est encore plus bizarre parce que la Sécu a toutes les données. Maintenant, si vous voulez le faire, vous êtes en relation avec la Sécu, donnez-leur les coordonnées et ils nous l'adressent ou bien vous appelez mon service, je vous donne le numéro 05 63 38 61 15. Dès que vous donnez votre nom, on va vous retrouver dans nos fichiers, on va vous dire pourquoi vous n'avez pas peut-être voilà, vos reçus d'invitation, parce que même si vous venez d'un autre département, le département a certainement vos coordonnées et a dû vous inviter. Donc, c'est que si on ne vous a pas invité, il doit y avoir un grand souci. On va ensemble trouver le problème. Hein. Mais vous nous appelez, bien vous adressez une demande à la Sécu, et la Sécu nous transmet. Alors, pour rebondir là-dessus, on peut aussi dire que si quelqu'un n'a pas de médecin traitant ou que le médecin traitant est en rupture de stock, on peut, au cas par cas, s'adresser justement au CRCDC pour avoir un kit Oui. occasionnellement. Alors oui, alors c'est vrai que les médecins traitants, on reçoit même des appels, il y en a de moins en moins, ils ne prennent pas de nouveaux patients et souvent quand il n'est plus là, le médecin traitant, il est à la retraite, c'est difficile d'en trouver un autre. Donc, quand nous vous invitons, nous avons tous nos coordonnées mail, téléphoniques, vous pouvez nous écrire. Moi, j'ai donné des consignes, en tout cas, à mon service, que chaque fois que je reçois une invitation, enfin, une demande d'une personne particulière, qu'ils adressent des tests. Surtout dans la période épidémique où il ne faut pas aller s'agglutiner sur le médecin traitant pour prendre une infection. Mais
ne pas oublier qu'il est toujours assez important de faire son test. Donc, vous pouvez nous demander, on vous l'adresse. Alors, y a-t-il un marqueur sanguin du cancer colorectal? C'est ce que je viens de répondre. Aujourd'hui, Tout à non. l'heure. Non, il n'y a pas. Non, il n'y en a pas vraiment. Combien de temps entre chaque coloscopie? Alors, lorsque la coloscopie, elle est faite, que on vous découvre des polypes peut-être un peu avancés, même quand ce n'est pas un cancer, on vous fait un rappel à 3 ans. Mais quand la coloscopie est faite et que vous n'avez pas du tout, il n'y a rien, elle est normale, ou un petit polype bénin, là, eh bien, on vous demande de faire une coloscopie tous les 5 ans. Mais parce qu'il y a quelque chose, hein, sinon, si vous n'avez rien du tout, que vous avez fait une coloscopie, même si vous avez un test positif, que vous faites une coloscopie qui est normale, à 5 ans, 5 années après, on préfère que vous refassiez un test au lieu de vous refaire une coloscopie. Maintenant, si vous-même vous voulez faire une coloscopie en entente avec votre médecin traitant, tous les 5 ans, on fait un rappel de coloscopie. Parce que, comme je dis, pour qu'il y ait un polype qui apparaisse, qui évolue, qui se transforme en cancer, que le cancer lui-même évolue et devienne mortel, il faut 15 ans. Donc, quand vous avez fait une coloscopie, si vous en faites tous les 5 ans, vous ne mourrez jamais de cancer colorectal parce que chaque fois, on va le rattraper en fait. On n'aura même pas de cancer, on va rattraper toujours peut-être des gros polypes qui sont en période de transformation. Et voilà, le problème serait réglé. C'est pourquoi 5 ans, c'est l'intervalle qu'il faut. Alors, pourquoi le test ne m'est-il pas envoyé directement? Alors ça, quand on a commencé le dépistage cancer colorectal, on a envoyé directement le test après la deuxième relance. Euh, parce que, mais aujourd'hui, on a arrêté. On a arrêté. Alors, je vais vous dire pourquoi. Premièrement, les études ont montré que lorsque le médecin traitant remet un test, c'est comme quand il vous prescrit un bilan, 95% des personnes font le test. Mais quand on vous remet le test directement, les études ont montré que 15% de personnes faisaient le test. Et d'ailleurs, nous l'avons expérimenté. Quand on a commencé le dépistage avec l'ancien test, on l'envoyait directement à la maison. Il n'y a que 10% des personnes qui faisaient le test. Donc, vous imaginez, 90% des tests vont partir à la poubelle. 90%, c'est beaucoup. Ce sont des tests qu'on achète et qu'on met dans les enveloppes et qu'on poste. Donc, il y a les coûts des enveloppes, le coût des tests, le coût de la poste, et c'est des millions d'euros qu'on mettait à la poubelle. C'est pourquoi on a décidé de ne plus envoyer les tests à la maison. On se dit que si quelqu'un fait la démarche de nous demander le test, c'est qu'elle est assez motivée pour le faire. Et en ce moment, eh bien, on lui adresse le test. Et sinon, on reçoit l'invitation et on va récupérer le test chez le médecin Chez le traitant. médecin traitant, c'est le mieux. Parce qu'il vous connaît, il sait si vous avez déjà quelques maladies ou s'il ne faut pas faire le test, des choses comme ça. Vous discutez avec lui, vous en profitez pour faire un petit bilan. Et puis, quand il vous remet le test, c'est qu'il fallait que vous le fassiez. Oui, on peut ajouter que dès qu'on a une question particulière, de toute façon, on peut toujours la poser au médecin traitant qui nous connaît bien. C'est Voilà. ça, effectivement. Alors, j'ai dû refaire le test plusieurs fois de suite. Savez-vous pour quelle raison? Alors, la première raison, alors je ne sais pas à quel moment, si c'est peut-être dans cette année particulière, oui, je peux comprendre parce que, comme je disais tout à l'heure, dès que vous faites le test, si vous le faites à la veille d'un week-end, ça traîne. C'est une question délai pour arriver à la poste. Alors, depuis le problème épidémique du Covid, on a eu à remarquer beaucoup de problèmes au niveau de la poste. Les colis eh bien, ne partent pas à temps et donc quelquefois arrivent assez en retard. Et quand ça arrive que le laboratoire regarde la date de prélèvement et que le délai est passé, ils le mettent en non analysable. Et donc, ils vous demandent de refaire un nouveau test. Alors, c'est surtout ça, essentiellement ça qui fait que chaque fois, il faut refaire le test. Et si c'est la même poste qui prend du temps avant d'évacuer, avant de faire partir vos courriers, et vous risquez de le faire 3, 4 fois malheureusement. Mais habituellement, les courriers quand même arrivent à temps utile et important pour que le test soit mis. Maintenant, si vous n'avez pas assez de sel autour également, peut-être, mais logiquement, habituellement, quand on prélève des sels, il y en a quand même un peu autour pour la lecture. C'est plutôt, essentiellement, un problème de délai. Alors, on a encore une question d'une personne qui nous dit j'ai des hémorroïdes qui saignent de temps en temps. Est-ce que ça peut fausser le résultat du test? Alors,
faussé, oui, ça peut être, en fait, si vous avez des hémorroïdes, la seule chose, c'est que le test peut être peut-être faussement positif. Mais dans tous les cas, même si le test est faussement positif, pour le savoir, il faut faire une coloscopie. Et dès que vous avez un test positif, c'est pas parce que vous avez une hémorroïde que au-dessus, vous n'avez pas vous ne pouvez pas avoir un cancer qui saigne. C'est pourquoi quand vous avez un test positif, il faut faire une coloscopie. Et si ce n'est pas un cancer, et donc c'est faussement positif, on se dit c'est certainement la coloscopie, mais vous n'aurez rien perdu. Bien au contraire, vous n'aurez pas à refaire des tests tout le temps. Vous aurez une coloscopie normale, ça vous rassure. Et puis, on refait un test en 5 ans. Et puis, en attendant, quelquefois, quand on a des hémorroïdes, qu'on va faire une coloscopie, on peut demander au gastro-entérologue de peut-être voir aussi s'il peut trouver une solution aux hémorroïdes. Alors, on va peut-être prendre une dernière question parce qu'après, on aura fait le tour et on arrive à la fin du webinaire. Alors, que pourriez-vous dire, docteur, justement, ou que conseilleriez-vous à quelqu'un qui ne veut pas faire le test parce que ça le rebute et qui préférerait même passer une coloscopie? Et puis, pour conclure, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter voilà, qui serait intéressant à savoir? Alors, bon, c'est pas bien grave de faire une coloscopie. Vous avez vu quand on a parlé de la coloscopie, c'est pas anodin, c'est une anesthésie générale. Voilà, c'est une préparation à la maison, difficile, des choses comme ça. Donc, quand on fait une coloscopie, c'est parce que, bon, on est un peu obligé. Comme devant tout test positif, là, il ne faut pas désigner obligatoirement faire une coloscopie. C'est pourquoi nous, quand le test est positif, on bloque le test, on vous invite plus jusqu'à ce que vous fassiez une coloscopie. Maintenant, on peut faire une coloscopie, mais on ne peut pas la faire à toute la population. Donc, c'est pas mauvais de faire une coloscopie. Ça va coûter cher. Si vous n'avez rien de particulier, vous allez prendre tous les risques pour rien. On vous en refera peut-être une autre dans les 5 ans. S'il y a un test, il vaut mieux faire le test. C'est enfantin, c'est simple et c'est efficace. Vous le faites chez vous, tranquille, un petit truc, et puis c'est bon. Vous le faites. Maintenant, si vous commencez à avoir vraiment, vous pensez que vous avez trop de symptômes, tout ça au niveau digestif, faites une coloscopie. Je ne peux pas dire à quelqu'un, allez, ce n'est pas la peine de faire une coloscopie. Si vous pouvez le faire, que ce n'est pas dérangeant pour vous, mais faites-le. Mais surtout, faites-vous dépister. Parce que je sais que cette épidémie fait peur, ça change nos habitudes, nos comportements. On veut être le moins possible en contact d'autres personnes. On n'a pas besoin d'aller voir le médecin s'il n'y a vraiment rien. Mais le cancer colorectal, il n'attend pas pour autant. Il est toujours présent, il est toujours le deuxième cancer mortel dans notre pays. Chaque année, il y a toujours 17 000 personnes qui en meurent. Et ceux qui ne meurent pas dans les 5 ans, eh bien, souvent, ils ont des séquelles parce que c'est avancé, qu'on leur a enlevé peut-être l'anus en plus, des choses comme ça. Et là, ils ont des complications. Faites le test. Ça évite toutes ces complications. Ça vous permet d'être en bonne santé, de guérir totalement d'un cancer assez mortel et de continuer à vivre. Il y aura d'autres combats, certainement. Et puis, je dis, comme tous les jours, vous nettoyez chez vous, vous passez un balai ou bien que vous faites vos contrôles techniques de voiture, voilà, des vidanges, des choses comme ça. Tout cela, pourquoi? Pour que vous vivez bien, que vous ne soyez pas malade, que vous n'ayez pas des allergies, des infections, que vous n'ayez pas des accidents, des choses comme ça. Eh bien, il faudrait que le test rentre ainsi dans vos habitudes de vie. C'est anodin, c'est simple, c'est banal, c'est enfantin. Vous faites le test tous les 2 ans. Merci beaucoup, docteur, pour vos Merci à vous. réponses, pour vos explications. Donc, ça va être maintenant le moment de nous quitter. Je vous remercie encore pour votre participation. J'espère que nous aurons répondu à toutes vos interrogations et que nous aurons aussi levé les freins, et vous permettre de réaliser ce test donc à la maison qui est facile et rapide. Pensez aussi que c'est tous les dépistages des cancers qui sont importants, surtout en ce moment, donc n'hésitez pas, n'attendez pas pour le faire, hein. Je vous rappelle, que ce webinaire sera en replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn dès demain. Vous pouvez d'ailleurs visionner les replays des anciens webinaires que nous avons faits sur différents thèmes. Vous pouvez en parler autour de vous. Suite à ce webinaire, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction quand, tout sera fermé. Nous vous invitons à le compléter et à nous le retourner. Justement, ça nous permet de voir quelles sont vos remarques et voir si vous souhaitez aborder certains thèmes, sur d'autres webinaires.
Voilà, la CPAM me propose fréquemment ces moments d'échange sur différents thèmes. Je vais d'ailleurs vous annoncer, les prochains thèmes, qui seront présentés pour le mois d'avril. Donc nous avons un webinaire, le 8 avril sur la santé bucco-dentaire des tout petits, qui sera animé par des chirurgiens dentistes de l'UFSBD, et nous avons aussi un autre webinaire, sur le thème, nutrition et cancer, qui sera le 9 avril 2021 et qui sera présenté par la Ligue contre le cancer. Je vous remercie encore, et je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir tout le monde.